Faites le trottoir donc avec Françoise Cowell. Restez en ligne, Françoise Cowell. Je sais que vous serez très très contente. Est-ce que nous avons en direct du côté de Venelle quelqu'un que vous connaissez bien, Françoise Cowell d'ailleurs, et c'est pour ça que je fais le lien entre vous trois. Est-ce qu'Anita Groff est là et Mélanie Munch, s'il vous plaît, à qui... Je suis là, mon associée, ma fille unique et préférée, voilà, aurait voulu être là, c'était prévu, mais ce matin elle m'a appelée, malheureusement elle est malade, mais c'est pas grave. Ah, vous avez été la patronne de l'Anti-Café, c'est là que nous nous étions rencontrés. J'avais fait la connaissance de Françoise Cowell, d'où le lien, et de vous avoir toutes les deux. Et dommage pour vous souhaiterez à Mélanie un prompt rétablissement. J'espère qu'il Oui, n'y a rien de merci. grave. Comment avez-vous traversé votre vie de femme, Anita, vous qui êtes une ex-journaliste, ex-conseillère en communication? A-t-il fallu faire bouger un peu les lignes, ruer dans les brancards de temps en temps, ou est-ce que vous avez eu l'impression de traverser votre vie de femme avec quand même beaucoup de combats qui avaient été menés auparavant, et avez-vous participé à ces conquêtes des droits de la femme? La réponse, elle est très, comment dire, résumée dans le temps de la famille. Moi, j'ai encore ma maman qui va avoir 99 ans cette année, au mois de juin. J'ai donc ma fille qui a 35 ans, qui va bientôt être maman, d'ailleurs. Je suis au milieu, oui, Françoise, nouvelle. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir une vue vraiment en grande vitesse de toutes ces années à travers trois générations. Et j'ai souvenir de ma grand-mère, bien sûr, aussi, avec qui j'étais très proche. Et je trouve que ces 60 dernières années, puisque j'ai cet âge-là aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui se sont passées à l'échelle globale, nationale, légale pour les femmes. Et merci. Je veux dire, je suis ravie d'être dans un pays comme la France qui a vraiment fait avancer beaucoup les droits des femmes et donner une place aux femmes. Et je pense, bien sûr, merci Simone Veil, merci à des personnes qui ont été des déclencheuses de notre vie de femmes aujourd'hui libérées. La contraception, j'en ai profité, entre guillemets, et vraiment, merci encore. Voilà, il y a le planning familial, il y a toutes ces choses-là qui nous ont accompagnés. Et dans la sphère familiale, dans cette sphère intime, moi, j'ai une grand-mère qui, c'était juste la répartition des rôles, hein, le modèle ancien qui est pas si loin pour ma génération, mon âge, où l'homme allait travailler, la femme s'occupait des enfants. Ma maman, qui va avoir 99 ans, qui a élevé trois filles et un garçon, qui aurait voulu être médecin, n'a jamais été médecin parce que pour elle, si elle voulait avoir des enfants, c'était pas possible d'être à la fois médecin et mère de famille. Donc, elle a été mère de famille, mais elle a eu l'exigence de faire que ses filles fassent des études. Mais au cas où il y aurait besoin effectivement de travailler dans un cas d'ennui en couple, en famille, le mari qui perd son job et la mère qui doit reprendre le relais. C'était juste ça en fait. Donc il y a cette progression que j'ai connue où moi j'ai quand même pris ma place au-delà du modèle parental, maternel, où déjà il y avait une ouverture pour vivre mieux sa vie de femme qui travaille, de mère, tout ça en même temps, où ces mentalités ont évolué, comme disait Françoise tout à l'heure, c'est que c'est à nous aussi de grignoter encore, de prendre encore un peu de terrain, d'être un petit peu encore rebelle par rapport à la génération au-dessus de nous. Mélanie, ma fille, qui aussi bénéficie, je le vois aujourd'hui par rapport à moi, du palier, de l'étape franchie par la maman qui suis allée au-delà des consignes familiales maternelles et paternelles. Elle a un modèle d'une maman qui a fini par travailler en étant maman et a créé avec moi en plus une entreprise. Et je vois qu'elle compose un couple. C'est très important quand on parle de la place des hommes, c'est que moi je suis
ravie, mais réjouie de voir aujourd'hui les jeunes couples où le jeune papa, ça y est, il s'occupe autant du bébé que la maman. Et voilà le modèle à nouveau qu'on commence à voir plutôt, je pense, majoritaire et qui va modifier vraiment cette société, qui va vraiment créer cette égalité qui est d'abord dans la vie de tous les jours, encore une fois, dans la sphère familiale aussi, dans l'intimité. Et ça fait vraiment bouger de génération en génération. Et ça, On va vous reprendre dans quelques instants, mais puisque vous parliez des hommes, je vois en duplex du côté de Brest Nicolas Maguère. Est-ce que l'on peut avoir Nicolas Maguère en direct de Brest, qui doit être pas loin de Andréane, artiste également comme Misco, chanteuse, et j'aimerais bien avoir, si possible en régie, Nicolas Maguère. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Artiste, designer, et que vous occupez d'un web magazine consacré à la musique. Donc vous côtoyez les femmes au quotidien. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans le milieu artistique, il y a énormément de femmes qui composent cette sphère-là. Et puis c'est gratifiant pour tout le monde parce que c'est une diversité incroyable. Vous avez été élevé par une maman qui était très concernée par les droits de la femme et qui a fait l'homme que vous êtes. Finalement, je dirais que c'était naturel ou inconscient. Parce que j'ai une maman qui est décédée du cancer au mois de mai de 2020, qui s'est beaucoup battue contre la maladie, par exemple, et dont je saluerai jamais assez le courage face à cette terrible épreuve. Et donc, dans ce sens-là, elle m'a inculqué énormément de valeurs depuis ma tendre enfance, effectivement. Est-ce que vous vous sentez beaucoup, peu, très concerné par les droits de la femme? Êtes-vous marié, Nicolas Maguère? Alors, j'ai une situation un petit peu particulière, mais je voudrais simplement dire qu'on devrait être tous concernés, et sans différenciation de sexe ou d'origine ou quoi que ce soit. C'est une question qui est primordiale et finalement qui ne devrait même pas avoir lieu en fait. On ne devrait même pas se poser la question d'une journée du droit des femmes. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être inné, quoi. Qu'est-ce qui vous choque le plus, Nicolas, dans ce que l'on entend auprès des femmes sur, entre autres, la parité, les salaires différents selon les postes à même responsabilité? Quelle est la chose qui vous choque et qui vous fait réagir en permanence? Je dis, des droits de la femme. je dirais que c'est plutôt le temps, en fait, qui me choque plus que le reste. Je trouve qu'en 2021, on aurait dû avancer beaucoup plus que ça. Et qu'il y a alors je suis pas juriste à proprement parler, mais au niveau du droit, je trouve qu'on est régi par des lois qui sont très anciennes. Et à mes yeux, il serait temps d'engager une réforme en profondeur de la loi, quoi. Alors vous me posiez la question tout à l'heure, à savoir si j'étais marié. Nicolas, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de lois qui ont été votées ces dernières années sur l'évolution de la cause féminine et que malheureusement, on parle de parité encore en cette année 2021, mais la parité est inscrite dans la loi. Je vois pas ce qu'il faut écrire de plus. Accumuler des lois sur des lois, et on en parlera tout à l'heure avec Philippe Bruzzo, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Paul Aboudaram, qui est avocate et qui est bien placé depuis une soixantaine d'années pour avoir vu ce qui se passait dans le milieu et la planète femme. On aura Marie-Lou Diamantara également, jeune avocate, et qui elle aussi doit jouer des coudes. Vous pensez qu'il faut encore voter des lois ou faut-il déjà faire appliquer celles qui sont déjà votées? Principalement, je pense qu'il faudrait changer les lois qui existent depuis trop longtemps. J'ai un souvenir, puisque j'ai eu l'occasion de faire un petit peu d'études à la fac de droit, et je me souviens donc à l'époque que dans le code civil, il figurait encore le fait que le pantalon soit une tenue interdite aux femmes.
Alors, les juristes pourront peut-être le dire à ma place si aujourd'hui c'est toujours en vigueur ou pas. Mais j'étais vraiment révolté par ce genre de texte, quoi. Nicolas Maguère, on va vous retrouver un petit peu plus longtemps alors que Françoise Cowell nous fait des arrière-plans avec une photo que j'aime beaucoup, 8 mars, la journée internationale, c'est toute l'année. Est-ce que nous avons Valérie Marseille? Je l'aperçois. Valérie Marseille, bonjour, activez votre micro. Valérie Marseille, SOS Femmes 13, coordinatrice d'SOS Femmes 13 à Aix-en-Provence. Êtes-vous là, Valérie? Oui, oui, je suis là, bonjour. Si Oui, d'être avec nous, alors parlez-nous. Vous êtes dans un domaine où vous voyez les pires misères de la femme. Vous, il n'y a pas photo là, hein. ah oui, on est dans le domaine exacerbé des droits de la femme, oui, effectivement, à tout point de vue. Parce que dans son parcours, elle va à la fois en tant que femme et en tant qu'après victime, elle va se trouver confrontée à la société et à tout un système, ça c'est sûr. Donc, effectivement, beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, une majorité, hein, n'oubliera pas les hommes, il y en a aussi, hein, mais peu. C'est pour ça peut-être qu'on en parle un peu moins, et puis c'est compliqué pour eux aussi d'en parler, mais pour les femmes aussi, ça reste toujours compliqué, même si nous, on voit une accélération quand même de la libération de la parole de façon assez prégnante et assez évidente. Moi, je trouve que depuis le Grenelle, il y a eu un coup d'accélérateur quand même assez important. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes nous appellent encore plus qu'avant. Mais voilà, avec ça sont liés énormément de problèmes sociaux, pas parce qu'elles sont forcément, elles, en difficulté sociale personnelle, mais tout tourne beaucoup autour de l'hébergement et du départ du domicile. Et je voulais rajouter juste que le départ du domicile, c'est déjà une première victoire. On les aide à faire ce parcours, même si c'est pas forcément notre but, hein, on chemine avec elles. Mais le souci, c'est l'après, parce que l'après, il y en a toujours un. Et ça ne s'arrête pas, surtout quand il y a des enfants. Ça, est-ce qu'on pourrait dire que plus la classe touchée par la violence faite aux femmes, plus la classe sociale est basse et plus la violence s'exprime, ou est-ce que c'est toute classe sociale confondue, Valérie Marseille? Alors, de ma modeste expérience, bien sûr, ce sont toutes classes confondues, mais je dirais de mon œil d'observatrice aussi et l'expérience de terrain, la violence exercée dans les milieux, on va dire, plus favorisés est-elle beaucoup plus perverse, beaucoup plus manipulatrice que la violence, voilà, dans des milieux, mais elle s'exerce aussi physiquement et psychologiquement, ça c'est une évidence, c'est une continuité. Il ne peut pas y avoir de violence conjugale sans violence psychologique, et ça, la justice malheureusement n'en tient pas assez compte, parce que ça c'est déterminant dans tout ce qui va se passer. Mais la violence, effectivement, le niveau social influe sur la perversité, on va dire, accentuée de cette violence psychologique-là. Ouais. Valérie Marseille, vous restez en ligne parce qu'on aura tout à l'heure Éric Fiorentino qui est le responsable de la communication de SOS Femmes 13 et on reviendra sur toutes les actions que vous menez. On va se tourner du côté de M-Provence. J'apercevais en duplex Laure Lochet. Laure, bonjour. Bonjour, je suis là. Laure, vous avez hier publié un texte magnifique que j'ai immédiatement partagé sur nos réseaux sociaux. Vous sembliez pas jusqu'à hier être très concerné par la Journée internationale des droits de la femme et on vous a peut-être entraîné dans quelque chose. Votre papier était superbe. Disons que j'ai pris le parti d'être très sincère dans mon rapport à la question. Je pense que moi, j'ai surfé en haut de la vague qui faisait que j'ai vécu tous les bénéfices en fait de la révolution féministe des parties de la révolution féministe qui ont déjà eu lieu et qui ont été abouties. Et du coup, j'avais pas conscientisé mon genre autant peut-être que des personnes qui souffrent et qui vivent des situations différentes de la mienne. Et du coup, j'avais ce dont parlait Barbara Collet quand elle disait qu'elle finalement elle a été plutôt bien accueillie dans le monde des motards. Moi, j'ai jamais eu la sensation de me définir plus par mon genre que par mon individu, ce qui est une grande chance en fait pour moi. Et du coup, en croisant des femmes qui ont des revendications, qui militent, je n'ai pas pu ne pas me poser la question. Et c'est vrai que j'ai énormément, en plus travaillant dans la presse féminine, donc qui est quand même une presse qui propose, enfin qui
qui propose beaucoup d'injonctions aux femmes en termes de, enfin, qui est le bon miroir de toutes les injonctions que peuvent avoir les femmes en termes de famille, de relations, de mode, de sexualité, de beauté, d'apparence. C'est vrai que je me questionne sur aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bonne façon d'être une femme? Alors moi, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses aujourd'hui. Restez en ligne, Laure Lochet, parce que vous m'aviez dit que vous seriez une observatrice, mais je voudrais qu'on aille du côté de la caution du droit. J'aperçois Philippe Bruzzo et Emmanuel Casse en direct de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très impressionné par la réunion de tous ces gens importants et qui parlent très bien du droit des femmes, enfin, en tout cas de la journée internationale de défense des droits de la femme, parce que c'est comme ça que ça doit être qualifié. Et je suis très heureux de participer. Alors, je participerai pour ce qui me concerne de manière très succincte, puisque j'ai la chance d'avoir dans mon barreau des avocates de renom et des avocates de talent. Donc, vous aurez dans pas longtemps, je pense, le bâtonnier Aboudarham, qui vous parlera vraisemblablement de l'évolution tant législative que jurisprudentielle sur le droit des femmes, mais aussi peut-être la condition de l'avocate elle-même. Et puis, l'excellente Marie-Lou Diamantara, notre secrétaire de la conférence du stage, qui, comme vous l'avez rappelé, Bernard, tout à l'heure, n'hésite pas à jouer des coudes pour imposer, je dirais, sa caractéristique et sa personnalité de femme dans l'avocature. Et puis, je sais qu'on aura aussi Maître Daval qui nous parlera directement du tribunal de Marseille, puisque je crois qu'elle a une audience cet après-midi. Voilà, moi je... Exactement. Monsieur le bâtonnier, vu que vous êtes sensiblement, je dirais, beaucoup plus jeune que moi, je vais quand même poser cette question. Vous avez, au cours de votre carrière, vu combien s'est féminisée la profession d'avocate, la profession également de la justice. Le monde de la justice est énormément occupé par des femmes aujourd'hui. Combien d'avocates comptez-vous au barreau d'Aix-en-Provence et combien d'avocats au total ? Alors on a 853 avocats précisément, et il y aurait normalement 67% de femmes. Vous voyez que chez les avocats, on n'a pas attendu de commémorer ou de célébrer la femme ou les femmes, pour notamment dans notre métier en tout cas. Est-ce que ça vient du fait que vous portez tous la robe ? Exactement. Nous, on a tout de suite considéré, voilà, il n'y a pas de discrimination entre nous. Il y a très peu de problèmes de harcèlement parce qu'on porte tous la robe, bien évidemment, et on n'a jamais fait de distinction, en tout cas. Alors, la question des salaires ou des rémunérations est importante, notamment pour ce qui concerne la collaboration. Vous savez que il y a beaucoup d'avocats jeunes qui collaborent dans les cabinets. Et enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, dans mon cabinet, j'ai des collaboratrices et des collaborateurs et ils sont payés exactement la même chose. Enfin, il n'y a pas de distinction, en tout cas, pour ce qui est des rétrocessions d'honoraires. Un petit peu plus différent dans votre profession, puisque vous touchez ce qu'on appelle des honoraires et ce n'est pas un salaire, c'est consenti entre un client et son avocat. Vous dites que… Ça, c'est les honoraires en général. Mais pour ce qui concerne les rétrocessions d'honoraires, c'est-à-dire pour nos collaborateurs qui ne sont pas bien évidemment salariés, eh bien, nous leur payons, entre guillemets, des gages qui s'appellent rétrocession d'honoraires. Et pour ce qui me concerne, je crois que dans la plupart des cabinets, en tout cas à Aix-en-Provence, on ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes, on paye la même chose. Ce qui est, à mon avis, la plus grande avancée concernant le travail des femmes. Parce que je sais qu'il y a énormément de problèmes de différence de salaire entre les hommes et les femmes dans divers secteurs d'activité. Pour ce qui concerne le nôtre, enfin en tout cas chez les avocats, on ne paye pas moins une femme qu'un homme. Et j'allais vous dire parfois même au contraire, puisqu'on le sait, les femmes sont souvent beaucoup plus sérieuses, en tout cas au démarrage de la profession.
Alors, j'ai une question qui est purement à l'avocat, là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on a voté autant de lois, autant de décrets d'application en matière de droits de la femme, et pourquoi ça semble quand même coincé aux entournures pour les appliquer? La parité, ça fait longtemps que c'est dans le texte. L'égalité, c'est au fronton de nos mairies. Comme disait tout à l'heure Nicolas Maguère, on n'a pas besoin de faire une journée internationale des droits de la femme. Normalement, ça devrait rentrer dans les logiques. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ce que les lois soient appliquées quand elles sont votées, Maître Bruzzo? Il n'y a pas qu'en matière de droits des femmes qu'on n'applique pas forcément bien les lois, parce que des lois, on en fait tous les jours et on multiplie le travail législatif. Alors, parfois, pour arriver, moi je suis un légaliste, bien évidemment, je suis avocat, parfois pour arriver justement à la quasi-perfection dans le texte. Mais c'est vrai qu'après, les décrets d'application qui sont pris et surtout l'argent qui est mis pour que ces lois soient effectivement appliquées, c'est un éternel problème. C'est un problème, je dirais, plus administratif. Mais il n'y a pas plus de lois fabriquées ou votées en matière de droits des femmes. Il y a une évolution concernant le droit des femmes, et heureusement d'ailleurs, il faut s'en satisfaire, en tout cas pour l'instant. Après, l'application des lois, c'est un autre problème. Ce n'est pas celui du droit des femmes. C'est l'application, j'allais dire, administrative. Et c'est souvent des questions de budget, malheureusement. Monsieur le bâtonnier, vous restez en ligne et tout à l'heure nous aurons, comme vous l'avez signalé, une ancienne bâtonnière et Dieu sait de quel prestige, Maître Paul Aboudaram, qui a été également, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas sa fiche là tout de suite sous les yeux, mais également secrétaire national du syndicat de la magistrature, je crois. Est-ce que l'on peut avoir, j'ai aperçu en duplex, Thierry Borde de Fréquence Mistral, qui est notre partenaire radio sur Sisteron, Gap, Manosque, Marseille et qui est en direct avec nous. Thierry Borde, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, Bernard. Et c'est tout à fait normal, vous étiez déjà présent, Fréquence Mistral, à la Journée internationale de la liberté de la presse. Est-ce que Fréquence Mistral a décidé de consacrer un certain nombre de ses programmes à la Journée internationale des droits de la femme 2021 sur les antennes? Bon, alors malheureusement, cette année, ça a été très compliqué pour organiser des choses très particulières. Alors c'est pour ça qu'on se greffe avec plaisir à votre organisation. Voilà. Après, par contre, chez Fréquence Mistral, comme chez la totalité des radios associatives, normalement, en France, c'est une question qui... voilà qu'on aime à traiter au fur et à mesure de l'année au quotidien, pas forcément seulement le 8 mars parce que c'est une réalité de tous les instants, et puis parce que une radio associative en France comme l'est Fréquence Mistral, c'est un outil défini par le législateur qui a des missions. Ces missions, c'est la communication sociale de proximité. Et à l'intérieur de ces missions, il y a clairement entendu la lutte contre toutes les discriminations, et évidemment l'égalité de genre fait partie d'un des axes les plus d'actualité en plus. Oui. Donc voilà, on essaye d'amener cet axe de réflexion dans l'ensemble de nos programmes, dans l'ensemble de nos pratiques. Thierry Borde, vous restez en ligne. Marilou Diamantara se prépare du côté de son cabinet et on va avoir le plaisir d'avoir cette très jeune avocate avec énormément d'expérience. Je me tourne vers Misco, notre invité spécial. Misco, vous avez souhaité qu'on diffuse Juliette avec un live de février 2018 qui porte le nom presque de cette journée, Madame. Pourquoi Juliette ? Oui, moi j'ai trouvé ce live, Madame, en février 2018, un live qui s'intitule Madame, une chanson de Juliette. Alors moi j'aime beaucoup Juliette parce qu'elle porte, d'abord c'est une chanteuse assez incroyable, elle a une voix de fou, et elle porte à la fois une féminité et un féminisme dans ses textes. C'est un personnage que je trouve atypique. Et j'adore. Voilà. Du coup, je trouvais que c'était intéressant de la partager. Ça change un peu de ce qui passe à la radio. Et il y a vraiment des valeurs dans ce qu'elle écrit.
Merci Misco. Donc on écoute Juliette et ensuite on rejoint Maître Marilou Diamantara directement dans son cabinet. À tout de suite. Je me permets de convoquer les quelques muses que je taquine. J'en profiterai pour évoquer les éternelles pas féminines, les grosses, les moches mal fagotées qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines. Je veux chanter les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter ces filles, oublier des fantasmes et des talons aiguilles, mais jamais des sarcasmes. Les sauvages et les frustes qui ne parlent qu'en jurons, et celles qui font juste comme les hommes font. Mais ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Madame, celles qui ne sont ni belles ni bonnes, celles qui mettent jamais de ballerines, celles qui viennent pas quand on les sonne, les éternelles pas féminines, les mal baisées, les pas baisables, les bonnes sœurs et autres gouines. Sont-elles femmes moins véritables, les éternelles pas féminines? Oh, qu'elles soient louées sur le ton des commères, dans la langue salée qu'on prête aux poissonnières, aux gloires à toutes celles qui conduisent le bal, qui font mal la vaisselle et qui rasent pas leurs poils, à celles qui se foutent du bonheur d'être mère et qui prennent la route d'une vie singulière. Mais ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Madame, il ne vous aura pas échappé dans le portrait que je dessine qu'un peu de moi s'y est glissé en éternelle pas féminine. Depuis toujours en pantalon, le doigt souvent dans la narine, car je suis sans contrefaçon une éternelle pas féminine, car je suis sans contrefaçon une éternelle pas féminine.